On peut s'interroger, je mets comme je l'indique dans la diapositive, une petite interrogation, à savoir est-ce qu'il y a finalement une opposition entre impôt personnel et impôt réel? En fait, hein, il semble bien qu'il y ait, comment dire, entre impôt personnel et impôt réel, il y ait 2 tendances, contradictoires un peu au niveau des États. Je ne parle pas spécifiquement de la France, mais je parle aussi, hein, de la France. L'intérêt, de la fiscalité par rapport au droit, je fais une petite parenthèse, c'est que au fond, la fiscalité, on va la retrouver avec quelques petites modalités différentes, à peu près de la même manière dans à peu près tous les États, en tout cas dans la plupart des États, démocratiques à économie de marché, dirons-nous. Alors, il y a donc peut-être des tendances contradictoires, 2 tendances contradictoires au niveau des États. Une première tendance, historique générale, qui va conduire les États et en particulier, donc les États, démocratiques. Alors pour la Corée du Nord ou la République populaire de Chine, je ne sais pas, mais pour les États démocratiques qu'on voit à peu près, ces États vont essayer de perfectionner, leur système, d'imposition pour prendre de mieux en mieux en compte, les situations personnelles des contribuables et partant de là, satisfaire, l'électorat le plus large. Il y a donc une sophistication, des systèmes fiscaux et une évolution générale, finalement qui va de l'impôt réel à l'impôt personnel. Donc cette sophistication, on la retrouve dans à peu près tous les pays, en France en particulier, sauf naturellement, bah, quand, la collectivité a vraiment, vraiment besoin, d'argent et donc la collectivité, je veux dire l'État par exemple, a vraiment, vraiment besoin d'argent. Donc à ce moment-là, ben, on met au placard, hein, les aspects de sophistication et puis on augmente les impôts. C'est ce qui s'est passé dans les 10 dernières années pour l'impôt sur le revenu qui est passé d'un rendement global de 48 milliards d'euros à 73-75 milliards d'euros. Donc là, il n'y a pas de secret. Ça veut dire que les impôts ont augmenté parce que la richesse, si vous voulez, n'a pas augmenté autant. Bon, je ferme la parenthèse. Et puis il y a une deuxième tendance, hein, qui est contradictoire avec la première, qui existe à mon avis, c'est une tendance qui favorise quand même les impôts réels. On l'a vu pour la TVA, car ces impôts-là sont plus faciles à percevoir, moins coûteux. On a parlé un peu de l'efficience, hein, de la TVA, ça coûte relativement peu à percevoir et ça rapporte beaucoup. Ils sont aussi plus indolores, entre guillemets. Un petit pourcent de TVA ici ou là, en fait, on le voit pas dans le flacon de shampoing, quoi. Donc on va pas se priver de consommer, à moins vraiment que l'augmentation de la TVA soit majeure et brutale. Mais d'une manière générale, les impôts qu'on appelle les impôts réels, et la TVA en est un, sont considérés comme un peu plus indolores et donc plus intéressant. Donc c'est facile à percevoir, c'est moins coûteux, c'est indolore. Donc vous voyez tout de suite que c'est un impôt qui a beaucoup de qualité par rapport aux impôts personnels, donc impôt sur le revenu ou rattaché au patrimoine, comme la taxe foncière ou impôt sur la fortune. Ça veut dire que dans une situation de fort endettement des pouvoirs publics, hein, ceux-ci peuvent être tentés d'augmenter les impôts réels, la TVA notamment, plutôt que d'augmenter les impôts personnels. On a un certain nombre d'exemples, hein, bien sûr, il y a quelques années, la Grèce, il y a la France, il y a la Grande-Bretagne, etc. Je voudrais terminer en quelques minutes sur cette distinction entre impôt réel et impôt personnel. On était dans cette interrogation de savoir est-ce que l'impôt personnel ne perd pas un peu de terrain par rapport à l'impôt réel, alors qu'il est plus juste que l'impôt réel, pour faire simple. On a vu qu'il y avait effectivement une tendance un peu contradictoire dans la plupart des États démocratiques à privilégier ou à essayer de privilégier un tout petit peu clandestinement, je dirais, les impôts réels sur les impôts personnels, parce que les impôts réels sont tout simplement plus faciles à percevoir, moins coûteux, plus indolores et qu'ils rapportent plus. On le sait, nous, et on le voit, nous, en France, pour la TVA. Et donc, il y a cette situation où, dans un contexte de fort endettement des pouvoirs publics et des États en particulier, euh, ceux-ci peuvent être tentés d'augmenter les impôts réels, plutôt que d'augmenter les impôts personnels qui sont plus coûteux à percevoir, plus fins, plus difficiles à mettre en œuvre quelquefois.
Alors, je voudrais à ce titre-là, donner simplement quelques illustrations, justement pour vous donner une idée, hein. Un 1er exemple, nous vient de Grande-Bretagne, donc en janvier, 2011, les Britanniques ont augmenté le taux normal de leur TVA qui est passé de 17,5 à 20. Bon, il faut savoir que cette manœuvre, a rapporté l'équivalent de près de 15 milliards d'euros au trésor, britannique. Alors si on compare avec la France, 15 milliards d'euros, c'est l'ensemble, quasiment, des recettes, non fiscales de la France. Donc c'est quand même considérable, même si le budget britannique doit être à peu près l'équivalent de la France, 15 milliards d'euros, c'est très, très important. Donc vous voyez avec, 2,5 d'augmentation de la TVA. Alors le calcul est beaucoup plus complexe, hein, puisque la TVA, comme je l'ai indiqué, a plusieurs taux, et cetera. Il suffit pas d'appuyer sur un bouton et puis d'obtenir l'argent, mais ça joue. Un autre exemple plus récent, hein, dans le cadre de la préparation de son budget pour 2020, donc à la fin 2019, le gouvernement italien avait calculé que l'augmentation du taux normal de la TVA, alors la TVA en Italie est à 22, et en le passant de 22 à 25, cette augmentation, du taux normal de TVA en Italie pourrait rapporter au budget italien, au budget de l'État, 23 milliards d'euros par an. Donc vous voyez, c'est vraiment, énorme, comme rapport. Par contre, ça a un coût, politique, terrible, hein. C'est-à-dire que, ben, les gens, les consommateurs, puisque nous sommes tous, consommateurs, nous sommes à peu près tous contribuables, on l'a vu au tout début. Nous sommes tous contribuables, mais nous sommes surtout tous, consommateurs, et on peut relativement mal le prendre, surtout à des taux, qui deviennent vraiment très importants. On vous prélève, 1/4 de la valeur du bien en impôts, 25. On vous aurait prélevé 25, donc ce qui est considérable. Alors le projet d'augmentation, hein, dont je parle a été abandonné, et puis, l'épidémie et puis les besoins énormes, hein, de financement public, en Italie comme en France d'ailleurs, pour doper le système de santé, excusez-moi, faire face au chômage, induit par l'épidémie, relancer l'économie, ne semble pas avoir changé, la donne, hein, pour l'instant. C'est-à-dire qu'a priori, le projet d'augmentation de la TVA est abandonné, d'autant que l'Union européenne met en place, comme vous le savez, un dispositif d'aide aux États. Donc on va voir ce que ça donne. Alors vous avez compris là qu'on retrouve ici, ce qu'on avait vu en introduction, c'est notre ami, comment s'appelle-t-il, Arthur Laffer. Les dirigeants italiens, ont craint, hein, très très fort, que trop d'impôts tue l'impôt, et en particulier que la hausse de la TVA perturbe les marchés, hein. Vous vous souvenez, hein, le prix est un signal. Modifiez, artificiellement le signal et vous risquerez de perturber, le fonctionnement entier, du marché, des marchés, d'offres et de demandes, hein, dans beaucoup de secteurs. Donc c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. Donc pour la faire aussi, on peut rajouter qu'une augmentation tout simplement, mais ça c'est de l'économie classique, une augmentation du prix va entraîner une baisse de la consommation. Et puis probablement, aussi, mais ça c'est plus de l'économie institutionnelle, comme on dit, plutôt, une augmentation forte de la TVA, peut aussi engendrer une augmentation, plus ou moins forte, mais sans doute forte, de la fraude liée, en particulier à la non-déclaration de TVA et à la généralisation des paiements en espèces, ce contre quoi essayent de lutter, de plus en plus, les États, pour que tout reste dans le circuit et tout soit contrôlé, hein. C'est un peu le Big Brother de la fiscalité, on va le retrouver là, que rien n'échappe éventuellement au contrôle fiscal, justement, grâce au paiement en carte, bancaire plutôt qu'au paiement en espèces. Bon, alors ces deux phénomènes, si vous voulez, trop d'impôts tue l'impôt et puis, baisse de la consommation et fraude massive, d'autre part, auraient conduit au final à renoncer à l'augmentation, de la TVA. Alors ce n'est que partie remise, hein, le gouvernement italien, va pas renoncer, en particulier au projet de généraliser les paiements par carte bancaire. Ils sont très en pointe là-dessus, hein, afin d'obtenir, la lutte contre la fraude, oui, mais enfin bon. Voilà, hein, donc sur ce point, on va continuer notre progression
dans le maquis de la fiscalité en abordant après ce point, ces différentes techniques, ces différentes distinctions entre les modalités d'imposition, hein, dans nos éléments de technique fiscale. On va aborder après la présentation de quelques techniques d'évaluation des revenus.